que le deep dive, c'est notre avis et vous devez vous faire le vôtre avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Tu apprends des nouvelles informations, tu te renseignes, tu as des nouveaux avis qui se forgent petit à petit et c'est comme ça que tu mûris une réflexion en fait sur une action. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un nouveau deep dive. De toute façon, vous avez dû le voir au titre. On va parler de CNQ, de Canadian Natural Resources. Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Chez FFP, on vous parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8h pour bien commencer la semaine. Avant de commencer l'émission, n'oubliez pas de nous laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et un maximum de likes sur YouTube. Ça nous aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Pour plus d'informations, d'articles et de ressources sur l'investissement, n'hésitez pas à aller consulter le site www.iq-invest.fr, développé par Hugo en personne. Et juste avant de commencer l'émission, n'oubliez pas que nous ne sommes pas des conseillers financiers et cette émission est à but informatif. Comme le dit Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce qu'on fait. Réfléchissez avant d'acheter. Soyez responsable de vos investissements. Investir comporte des risques de perte en capital. Alors faites vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Sur ce, Hugo, dis-nous de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Eh bien écoute, avant même d'annoncer le sujet, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très important de le rappeler. C'est pas parce qu'on fait un deep dive que ça vous dispense de faire vos devoirs. Parce que surtout en ce moment, tu sais, quand il y a des actions qui baissent, on peut avoir des commentaires ou des messages d'abonnés en panique qui nous disent, bon, typiquement Evolution AB, tu vois, en ce moment, c'est pas parce que on a fait un deep dive, par exemple, sur Evolution AB, que c'est forcément une entreprise exceptionnelle. Il y avait des points, enfin, il y a toujours des points positifs sur la société. Personnellement, je l'ai acheté, Jean ne l'a pas acheté. Il y a beaucoup d'investisseurs dans la sphère des investisseurs quality qui considèrent cette entreprise comme étant de qualité, mais il y en a aussi qui ne veulent pas investir dedans ou même qui l'ont revendu. C'est le cas par exemple de TIP, We Study Billionaires, donc les deux principaux animateurs du podcast qui ont revendu Evolution AB il y a 6 mois, je crois maintenant. Peut-être qu'ils avaient raison, je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, tout ça pour dire que le deep dive, c'est notre avis et vous devez vous faire le vôtre avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Bien sûr, je suis bien d'accord avec toi, faut pas que vous oubliez, et c'est vraiment, j'insiste sur ce fait que rien n'est gravé dans le marbre. Ce qu'on dit en podcast, c'est un avis qui va peut-être changer d'ici 2, 3, 4, 5 semaines, ou mois, ou années, que sais-je encore. On n'est pas, enfin je pense que vous l'avez deviné, mais en face, vous n'êtes pas en train d'écouter Bill Ackman et je sais plus quel gros investisseur en train de pitcher une action. Donc nous aussi, on apprend au fur et à mesure de nos erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend généralement. Donc vraiment, n'oubliez pas que faire vos propres recherches, c'est la base de la base. Hein. Si vous ne savez pas pitcher les actions que vous avez en portefeuille, tout simplement, c'est que vous n'êtes pas prêt à les détenir en portefeuille. Et d'ailleurs, tu mentionnes Bill Ackman, mais les grands investisseurs font aussi des erreurs. Hein. C'est pas parce que C'est clair. Bill Ackman est Bill Ackman qu'il ne fait pas d'erreur et qu'il faut écouter et suivre tout ce qu'il fait. Tu regardes Nike, par exemple, il l'a acheté, c'est pas pour ça qu'elle continue pas de baisser. Hein. C'est clair, donc, c'est clair. Donc voilà, est-ce que Nike après est une erreur? Ça, on peut pas le savoir. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est aussi très important. Rien n'est gravé dans le marbre et on peut tout à fait, même nous-mêmes, changer d'avis et changer d'opinion par rapport à ce qu'on a dit. Tu vois, par exemple, je sais que sur LVMH, j'ai souvent changé d'opinion. En fait, c'est la vie, quoi, tout simplement. T'apprends des nouvelles informations. Tu te renseignes, tu as des nouveaux avis qui se forgent petit à petit, et c'est comme ça que tu mûris une réflexion en fait sur une action. Donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on peut dire sur une entreprise, parce que s'il faut, dans 6 mois, on va changer d'avis. Donc en fait, la seule personne qui peut prendre une décision sur une entreprise, c'est vous, c'est pas nous. C'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Dites-vous que nos analyses changent pas de jour en jour, mais elles se peaufinent, elles s'affinent, et en tout cas j'espère qu'elles s'améliorent. Dites-vous que pour ceux qui nous suivent depuis le début, nos premiers deep dive,
il y avait même pas de SWOT, il y avait même pas de force, avantage, faiblesse, menace, tu vois. Donc on part pas de loin, mais on essaye de s'améliorer de jour en jour. Et j'ose espérer que vous aussi, de votre côté, vous faites vos devoirs avant d'acheter quelque chose, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est un nouveau deep dive. De toute façon, vous avez dû le voir au titre. On va parler de CNQ, de Canadian Natural Resources. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle? Personnellement, j'avais longtemps dit que les pétrolières, c'était des entreprises pas forcément mauvaises, tu vois, mais qui clairement sont pas attractives quantitativement. On pense notamment à Total, à BP, Shell, Exxon, toutes ces entreprises qui ont pas de croissance, qui ont souvent des marges inexistantes et des retours sur capitaux assez mauvais. Mais en fait, donc, j'avais pitché CNQ, je me rappelle, en début d'année, je crois, quand toi tu avais pitché Lowies. Ouais. Et en fait, depuis que j'ai parlé de cette entreprise, c'est vrai qu'elle me travaille. Pourquoi? Parce que je me suis dit, putain, c'est quand même fort pour une pétrolière, les chiffres qu'elle a. Et en plus de ça, donc j'avais analysé donc TPL il y a 1 an, je crois que c'était avant l'été 2024, donc ça commence à remonter. Donc TPL, pour ceux qui connaissent pas, c'est Texas Pacific Land Corp. Et pourquoi je l'avais analysé? Parce qu'en fait, le secteur de l'énergie m'a toujours intéressé, notamment le secteur pétrolier. On va revenir dessus, mais c'est un secteur extrêmement important dans toute l'économie mondiale. Et quand j'ai fait l'analyse de CNQ, en fait, il y a plein de points qui m'ont dit que c'était une entreprise extrêmement intéressante, donc on va pouvoir en reparler. C'est clair. Bon, de toute façon, moi, je l'ai découvert grâce à toi, hein. C'est toi qui me l'as pitché, via le podcast et aussi lors de nombreux appels qu'on a eu tous les deux. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai un peu analysé là quand même pour préparer ce deep dive. D'ailleurs, c'est le premier deep dive qu'on fait sur une pétrolière. Donc, si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez, je sais pas, un deep dive sur une pétrolière, une autre, ou sur une minière, parce que je sais que ça c'est un secteur qui pourrait vraiment m'intéresser, tu vois, tout ce qui est minier ou autre, que sais-je encore. Donc ouais, c'est Tout vrai à que fait. je te rejoins là-dessus. On avait un peu craché sur les pétrolières pendant un petit moment. Bon, est-ce qu'on a eu tort? On sait pas. Vous allez voir ça dans cet épisode. Va-t-on faire notre mea culpa? Est-ce que toi, Hugo, sinon, tu as des positions dans la société? Ouais. Moi aujourd'hui j'ai 101 actions. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais elles sont pas chères, hein, les actions, ne vous inquiétez pas. À un PRU de 39 dollars canadiens, et le dollar canadien c'est beaucoup moins fort que l'euro. Pour vous donner un exemple, 39 dollars canadiens, ça fait 24 euros. Donc voilà, ça fait une position de 6,9% dans mon portefeuille. Donc 101 actions à un PRU de 39 dollars canadiens, Et, faut et préciser. moi, je n'ai pas d'action encore chez Canadian Natural Resources, pour ceux que ça intéresse. Tu veux nous présenter rapidement la société? Ouais, donc elle a pour ticker CNQ, donc c'est une société canadienne, donc attention parce qu'elle a une double cotation, comme énormément de sociétés canadiennes d'ailleurs. Elle a une cotation au TSX, donc au Toronto Stock Exchange, donc avec pour ticker CNQ, où elle est cotée en dollars canadiens, et elle a une cotation au NYSE, au New York Stock Exchange, toujours avec le ticker CNQ, mais où elle est cotée en dollars américains. Donc en fait, en fonction de si vous regardez le prix de l'action au NYSE ou au TSX, ne faites pas l'amalgame, parce que si vous regardez le prix en dollars américains, ça ne sera pas du tout le même prix que le prix en dollars canadiens. Donc voilà, c'est important à savoir. Deuxième point, donc c'est une entreprise qui est dans le secteur de l'énergie et donc dans l'industrie de l'exploitation et la production de gaz et pétrole. Elle a une market cap de 59 milliards de dollars américains, il faut préciser. Ça permet de mieux comprendre l'échelle, parce que je crois qu'elle est à 160 dollars canadiens, mais c'est pas forcément une échelle qui nous parle beaucoup. Et elle a un dividende entre 5,5 et 6% à l'heure où on enregistre la vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés par le dividende, c'est une entreprise que vous devriez, enfin c'est un deep dive que vous devriez écouter avec attention. Et d'ailleurs, si vous écoutez le deep dive avec attention, il y a deux termes qui vont souvent revenir, donc on va les exposer. Alors, c'est pas sorcier, hein, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Donc, le premier terme, c'est les sables bitumineux, et ensuite le pétrole brut. Alors, le sable bitumineux, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange naturel entre du sable ou d'autres particules minérales, du bitume, donc un pétrole
très lourd, très épais, très collant, très noir, un peu celui qu'on voit dans les marées noires quand le bateau coule, et un peu d'eau et d'argile. On le retrouve principalement en Alberta, au Canada donc, et au Venezuela. Le bitume contenu dans ces sables est transformé en pétrole brut après extraction et traitement. Le problème avec ces sables bitumineux, c'est qu'il est coûteux à produire et polluant parce faut pas mal d'énergie pour l'extraire et le raffiner. Enfin, il y a pas mal de travail à faire en amont pour qu'on puisse en faire quelque chose à la fin. L'avantage par contre, c'est qu'il a un taux de déclin très bas et une fois la production installée et opérationnelle, le coût d'extraction est très bas. Donc on va revenir dans cette émission. Et Canadian Natural Resources est le plus gros producteur canadien de sable bitumineux. D'ailleurs, je pense que ça doit être un des plus gros au monde. Tout à fait. Et d'ailleurs, également un point intéressant à savoir sur les sables bitumineux, c'est que c'est un mode d'extraction minier. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est assez intéressant aussi avec CNQ, mais on va pouvoir en revenir dessus, c'est qu'ils ont un peu 50-50. C'est-à-dire qu'ils ont 50% de leur production qui est vraiment typiquement de la pétrolière avec de l'extraction de pétrole classique. Et Du ils forage. ont 50%, ouais, voilà, du forage, je cherchais le mot, et 50% via les sables bitumineux, où là, c'est vraiment de l'extraction minière, avec des méthodes minières, comme si vous alliez extraire, j'en sais rien moi, du cuivre, par exemple. Mmh. Et le pétrole brut, donc qu'est-ce que c'est? C'est un pétrole qui est naturel, qui sort directement du sol. Il n'est pas raffiné. Après, il doit être raffiné, etc. pour être un pétrole, enfin un carburant même. Et donc, une fois raffiné, le pétrole brut sert à énormément d'usages du quotidien. Tout à fait. Et au niveau de l'histoire de CNQ, donc elle a été fondée en 1973. Au début, elle s'appelait AEX Minerals. Entre les années 70 et 90, elle a effectué une forte croissance par le biais notamment d'acquisitions axées sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel dans l'ouest canadien, donc notamment dans la région de l'Alberta. Et c'est vraiment la grosse région du Canada qui contient tous les gisements de pétrole, de gaz, etc. Il y a aussi une autre région, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est limitrophe, qui est vers Vancouver, qui elle contient un peu toutes les mines, parce que le Canada a aussi énormément d'exploitations minières, de fer, de charbon, de cuivre. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Dans le milieu des années 90 et début des années 2000, elle a fait une expansion internationale avec l'acquisition d'actifs en mer du Nord et en Afrique de l'Ouest, donc notamment en Côte d'Ivoire. Fin des années 90, début 2000, elle a intensifié drastiquement ses investissements dans les sables bitumineux de l'Alberta. Et à partir des années 2000, elle a vraiment fait une pluie d'acquisitions avec la construction d'un projet minier majeur, donc Horizon Oil Sands, et également le développement de projets in situ comme Primrose, Kirby, Jackfish et le rachat de Ranger Oil. Également en 2002, elle a racheté Rio Alto, en 2004 Petrovera Resources qui appartenait à ConocoPhillips, et elle a acquis également les actifs de Devon Energy en 2014, les actifs de Shell Canada, donc les actifs de Shell au Canada en 2017, et CNQ est devenu le plus grand producteur de pétrole et de gaz au Canada en 2017. Et en 2024, donc tout récemment, elle a acheté les actifs de Chevron dans l'Alberta avec 20% d'AOSP et 70% dans l'exploitation du Vernet. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin dans le business model, donc CNQ, ça ira peut-être plus rapide de dire à chaque fois Canadian Natural Resources, c'est donc une entreprise canadienne, elle est spécialisée dans l'exploration, le développement et la production et même la commercialisation de pétrole brut, de gaz naturel et de liquide de gaz naturel. On va vous expliquer juste après les différents points. Donc c'est le plus gros producteur au Canada et le deuxième plus gros producteur de gaz naturel au Canada. Son modèle économique, donc le business model repose sur une stratégie d'efficacité opérationnelle et de faible coût, comme on l'a dit en description. Hein, plus tu produis à un coût faible, plus ça va être avantageux et ils maximiseront la valeur pour leurs actionnaires et surtout pour eux, avec notamment des bons free cash flow. Donc CNQ vend ses ressources énergétiques sur le marché domestique et internationaux tout en diversifiant son portefeuille, donc entre le pétrole léger, lourd et le gaz naturel. Elle va elle va être fortement axée sur le retour pour ses actionnaires
qui est vraiment pour elle son credo, hein, c'est vraiment une priorité, notamment par sa politique de dividendes et son rachat d'actions qui font partie intégrante de sa stratégie. Alors pour ceux qui regardent en vidéo, il y aura quelques slides quand même pendant ce podcast. Alors, de toute façon, pour ceux qui veulent vraiment aller toujours plus vite et toujours plus loin, vous allez sur Relations Investor hein, de Canadian Natural Resources et vous allez voir que c'est vachement bien fait. Hein. Leurs slides, ils ont à peu près une trentaine de slides qui expliquent vraiment tout ce qui s'est passé pendant l'année 2024, leur business model, leur activité, tout en fait. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais bon, si vous avez la flemme, on est là pour ça, il n'y a qu'à nous écouter. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont un petit schéma qui nous explique un peu comment ils veulent retourner de la valeur aux actionnaires. Ils ont 4 piliers principaux. Le premier, c'est la force du bilan, avec notamment une forte génération de free cash flow. Le deuxième, c'est le retour aux actionnaires, avec un dividende en croissance et stable, et également des rachats d'actions opportunistes. Donc, ils ne vont pas racheter les actions n'importe quand et n'importe comment, ils vont les racheter quand ils estiment que l'entreprise est sous-évaluée par le marché. Également, une certaine discipline sur l'allocation du capital qui est vraiment concentrée sur le développement des actifs de la société et sur l'expansion des marges. Et vous allez voir que les marges, c'est vraiment un point très important. Et le quatrième pilier, donc des acquisitions opportunistes où l'entreprise essaye d'acquérir de plus en plus d'entreprises et d'actifs énergétiques, notamment au Canada, pour améliorer ses réserves de pétrole. Absolument. Pour ce qui est des produits et des services, tu veux juste expliquer cette slide-là, la première ? Ouais. Donc effectivement, au niveau des produits et des services, on a 48,15% qui correspond au segment exploitation et production nord-américaine. Donc ça, c'est les méthodes d'extraction classiques du pétrole et du gaz, par forage notamment. Ensuite, on a 45,32% qui est oil sands mining. Donc c'est un segment à part. Pourquoi ? Puisque comme on l'a dit, ce sont des méthodes d'extraction qui n'ont rien à voir. D'un côté, on est sur du forage, de l'autre, on est sur du minier. Et on a 6,53% qui est l'exploration et la production en mer du Nord et en Afrique, qui est un segment donc séparé. Absolument. Alors, c'était une slide en anglais, hein, c'est pour ça que Hugo a pris le relais. C'est pas facile. Alors, pour aller un peu plus loin maintenant dans leurs produits, donc le SCO, un synthétique crude oil, donc Oui. tout simplement le pétrole. Man versus Wild. Non, tout ça. Donc, le pétrole synthétique, donc ça correspond à 36% de la production pour donc CNR. Donc, c'est un pétrole brut lourd, transformé par technique d'hydrogénation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, allez sur YouTube. Donc en fait, ça sert à être plus léger et directement utilisable par raffinerie. En gros, le pétrole, une fois qu'il est extrait, il peut pas aller à la raffinerie s'il n'a pas bénéficié d'une hydrogénation au préalable. Donc c'est un pétrole qui est plus propre, à peu près comme un brut léger, vraiment à peu près. Ensuite, 27% de la production, ça va être du gaz naturel. Donc là, ça va être de l'extraction de méthane principalement, et il va être utilisé pour le chauffage, la production d'électricité et l'industrie chimique. Même si le gaz est moins rentable que le pétrole, CNQ en profite car il sert à équilibrer et diversifier son portefeuille de produits. D'ailleurs, le prix du gaz est souvent en hausse. On peut prendre l'exemple de la France et de l'Allemagne, qui, nous, avec les pipelines de Gulf Stream ou un truc comme ça entre donc la Russie et l'Allemagne. Avec donc la guerre russo-ukrainienne, les prix ont absolument explosé et on envoie des méga conteneurs, enfin des gazoliers ou pas des gazoducs, dans des méthaniers. Des méthaniers, voilà, tout simplement. Les fameux méthaniers utilisant les brevets de GTT, ouais, c'est ça. Donc un méthanier qui va du Canada pour subvenir aux besoins français et allemands notamment. Donc voilà, donc c'est un bon relais de croissance outre le pétrole pour CNQ. Et donc ensuite, 26% de la production va être le pétrole lourd. Donc là, il est extrait directement via les sables bitumineux et le représente quasiment 35% des ventes pour CNQ. Donc le pétrole lourd est très visqueux, ça coûte cher à produire et il doit être modifié avant d'être affiné. Je pense que vous avez compris. Concernant le dernier point, le dernier produit, donc c'est tout ce qui va toucher au pétrole léger et les liquides de gaz naturel. C'est 11% de la production, c'est moins visqueux, plus facile à raffiner, donc ça c'est le pétrole léger.
Donc voilà, il est produit dans l'Ouest canadien, hors sable bitumineux et dans des opérations dites conventionnelles, donc mer du Nord et Côte d'Ivoire. Et dans ce segment, on va aussi retrouver des variantes de gaz naturel, un peu des sous-familles, si vous voulez, comme le propane, le butane et le condensate qui sert à qui sert à diluer le bitume. Effectivement, et la force principale de Canadian Natural Resources, c'est ses réserves et surtout principalement le taux de déclin lent de ces réserves. Parce qu'en fait, on a 57% des réserves qui est constitué de réserves à longue durée de vie et déclin lent, et on a 43% qui sont constitués de réserves classiques, donc qui vont décliner avec des taux supérieurs à 15% par an. Donc ici, le taux de déclin lent, ça va être inférieur à 11%, puisque 11%, c'est le taux moyen de déclin des réserves de Canadian Natural Resources. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, elle produit 11% de ses réserves. Donc, on a dans ces réserves de déclin lent, on a les oil sands mining and upgrading, donc l'exploitation de sable bitumineux et sa valorisation qui ont un taux de déclin quasi nul. C'est-à-dire que les réserves s'épuisent extrêmement lentement et elles proviennent de projets d'extraction de sable bitumineux, donc notamment Horizon Oil Sands, qui est le plus important. Et ce type de réserve est extraite via des méthodes minières, comme on l'a dit, et ensuite transformée en pétrole synthétique, donc SCO, ce qui garantit une production constante. Puis on a pélican et thermal, donc là ce sont des méthodes thermiques d'extraction, comme l'injection de vapeur notamment, qui ont un taux de déclin environ de 15% par an, et ces réserves sont souvent du pétrole lourd et sont extraites par technique thermique, notamment le Steam Assisted Gravity Drainage. Donc, encore une fois, si vous voulez plus de détails, allez voir sur YouTube. Moi, je ne suis pas un expert en extraction de pétrole, mais globalement, voilà, on a un déclin de 15%. Et à savoir que c'est à l'inverse pour des méthodes d'extraction plus conventionnelles, comme par exemple du offshore, qui va avoir un taux de déclin à peu près autour des 19%, en tout cas chez CNQ. Et les réserves qui ont le taux de déclin le plus élevé, il faut le savoir, ce sont les gaz de schiste, avec un taux de déclin qui peut avoisiner les 25% par an. Donc le gaz de schiste, ça peut être bien dans certains cas, mais attention, puisque ça coûte cher à extraire, ça a beaucoup moins de marge et surtout ça a un taux de déclin extrêmement rapide. C'est clair. Et puis le gaz de schiste, voilà les problèmes de régulation, etc., que tu vas avoir, notamment aux États-Unis et même au Canada. Ouais. Alors maintenant, les réserves de pétrole. Pour aller un peu plus loin dans les chiffres, c'est vraiment le point crucial pour une pétrolière. Plus elle a des réserves de pétrole, plus elle a de chances de s'en sortir sur le long terme. Donc on vous l'a dit, CNQ est plutôt bien placée parce qu'elle possède donc les deuxièmes plus grosses réserves de pétrole prouvées. Donc, pour vous donner quelques termes, BOE, ça veut dire milliards de barils de pétrole ou équivalent. Donc, par rapport à ses concurrents, British Petroleum, donc BP, CNQ, ConocoPhillips, Chevron, Shell, Total Energy et Exxon, où est-ce qu'elle se situe? Donc, au 31 décembre 2024, donc à la fin de l'année dernière, CNQ disposait de 15,2 milliards de barils équivalent pétrole, donc le fameux BEP, en réserve prouvée. Donc ça veut dire que on sait que c'est là-dedans, on sait que c'est sous la terre. Enfin, pas sous la terre, enfin ça dépend. Il y a 20,1 milliards de BEP en réserve prouvée, plus probable. Donc ça veut dire qu'il y a 5 milliards de BEP en plus potentiellement, soit 9% par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'ils trouvent toujours plus de pétrole en soi. Au niveau de la durée de vie des réserves, donc le Reserve Life Index, donc le RLI, c'est un ratio, c'est un calcul qu'on doit savoir pour si vous achetez une pétrolière tout simplement. Il est très bon chez CNQ parce qu'il y a 33 ans pour les réserves prouvées. Donc ça, on sait que pendant 33 ans, il n'y aura pas de galère chez CNQ. Ensuite, il y a 44 ans pour les réserves prouvées et probables, donc 9 ans de plus. Et pour les réserves totales de la région de l'Alberta, donc là, c'est si CNQ possédait tout l'Alberta en zone de mine, en zone d'extraction, il y en aurait pour 125 ans. Autant vous dire que notre vie d'investisseur sera passée d'ici là. Mais en tout cas, ça veut dire que si CNQ continue ses activités, sa croissance externe, etc., elle peut potentiellement accroître encore son nombre de réserves prouvées et probables
au fur et à mesure, on sait qu'elle a fait pas mal d'acquisitions, donc plus elle en fait en Alberta, plus elle a de chances de maximiser la durée de vie de ses réserves. Tout à fait, et en sachant d'ailleurs que si on compare à ses concurrents, elle a à peu près 33 ans de durée de vie de ses réserves prouvées, alors que ses concurrents ont à peu près 19 ans de durée de vie de réserves prouvées. Donc c'est beaucoup moins. Ça veut dire qu'ils ont un taux de déclin beaucoup plus rapide, et surtout, elle a les deuxièmes plus grosses réserves prouvées de pétrole au monde, et elle a le meilleur ratio réserve sur market cap. Donc en fait, ça veut dire que par rapport à sa taille, c'est l'entreprise qui a le plus de réserves, puisque la seule entreprise qui a le plus de réserves prouvées que CNQ, c'est BP, donc British Petroleum, mais elle est beaucoup plus grosse, donc forcément, elle a un moins bon ratio réserve sur market cap. Donc tu as expliqué comme quoi le taux de déclin de 11% de ses réserves se situe dans la moyenne inférieure du marché. On est plus vers les 15-25% généralement. Tu veux revenir sur le break-even cost là, j'ai vu. Et effectivement, elle affiche un coût de rentabilité, donc le fameux break-even cost, qui est une métrique aussi très importante pour les pétrolières, à 40-45 dollars par baril, en sachant que le WTI actuel est d'environ 67 dollars par baril. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que le WTI reste au-dessus des 40 dollars par baril, l'entreprise est rentable. Et son coût de production par baril est parmi les plus bas du marché, avec 13,55 dollars par baril. Donc c'est extrêmement faible, et ça c'est notamment grâce au sable bitumineux, et c'est largement inférieur à celui de ses concurrents canadiens et aux producteurs de schiste américains. Les producteurs de schiste américains qui ont un coût d'exploitation beaucoup plus élevé. Et pourquoi les sables bitumineux sont beaucoup plus rentables? Puisque justement c'est de l'extraction minière. Donc en fait ça fait que le coût d'exploitation initiale est beaucoup plus élevé. Donc pour installer l'exploitation et installer l'infrastructure, ça va coûter extrêmement cher. Mais une fois que c'est en place, en fait, c'est amorti extrêmement vite. Et ensuite, au bout de 5, 10, 15 ans, l'exploitation de sable bitumineux coûte quasiment plus rien à l'entreprise. Donc c'est full bénéf. Enfin, après, il y a un peu de capex pour améliorer ses actifs, mais sinon, c'est là où elle dégage le plus d'argent. Ouais. Alors, sinon, au niveau des réserves de gaz, parce que CNQ fait également du gaz, donc les réserves de gaz naturel, à la fin de l'année dernière, au niveau des réserves prouvées, donc on sait qu'il y a du gaz là-dessous, on est à 14,871 milliards de pieds cubes, hein, donc à peu près comme le mètre cube, il faut juste faire la conversion. Donc là aussi, ces chiffres ont augmenté de 9% entre l'année dernière et aujourd'hui. Donc c'est plutôt un bon point, ils arrivent toujours à trouver toujours plus de gaz. L'emplacement des réserves, donc leur réserve de gaz naturel est située dans l'ouest du Canada notamment, donc toujours, encore une fois, dans le bassin sédimentaire de l'ouest canadien, qui comprend des régions riches en gaz comme le Montney et le Duvernay. Et elle va donc bénéficier d'acquisitions stratégiques, hein, notamment en 2024, lorsque CNQ a acquis des actifs de Chevron en Alberta, renforçant sa présence dans des zones à fort potentiel gazier. L'Alberta, pour ceux qui ne se situent pas, c'est en plein milieu, donc il n'y a pas la mer autour, hein, c'est en plein milieu du Canada, un peu sur l'ouest. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas situer l'Alberta. Tout à fait. Et au niveau des ventes par région, du coup, forcément, on a une forte exposition à l'Amérique du Nord avec 85%. C'est son principal marché. On a 10% d'exposition à l'Europe, grâce notamment à ses opérations offshore en mer du Nord, et 5% en Asie, où CNQ exporte pas mal de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, notamment via des gros contrats signés avec les pays asiatiques. Donc on a une dépendance à la localisation des US, donc à l'Amérique du Nord, mais c'est normal, j'ai envie de dire, hein, le pétrole n'est pas un actif qui bouge. Forcément, une entreprise est cantonnée à son marché, entre guillemets, local. Bah après, ça dépend, parce que Total Energy, ça bouge. Hein. Oui, mais j'ai envie de te dire, Total Energy, Oui. ils ont des exploitations dans plusieurs régions du monde. Ils ont pas CNQ, ils sont vraiment sur une sur région en particulier. Ils sont spécifiquement, ils sont focus sur les sables bitumineux de l'Alberta, et ils font que ça, quoi. Alors, aussi, au niveau des marchés finaux, donc le pétrole, on est bien d'accord, on le retrouve partout, hein, que ce soit dans les énergies et le carburant, hein, essence, diesel, kérosène, fuel et GPL, les produits pétrochimiques, hein, le plastique, le caoutchouc synthétique, les fibres synthétiques, les fameux vêtements chez Nike, les engrais, les peintures,
La cosmétique, donc vaseline, paraffine, c'est pas bon pour la santé. Mettez pas ça, mettez plutôt de l'aloe vera. Ou de l'huile de coco. Ou de l'huile de coco. Donc on retrouve le pétrole également dans le transport et dans la lubrification, donc huile de moteur, les graisses et lubrifiants industriels, bitume et asphalte pour faire les autoroutes. On retrouve le pétrole dans les usages industriels, électricité, métallurgie, chimie lourde, dans l'usage domestique, chauffage, éclairage, notamment dans les pays de l'Ouest, dans l'Europe, hein, qui utilisent beaucoup encore le pétrole, le charbon, etc. De l'Est, tu veux dire? J'ai dit quoi? De l'Ouest. Ah ouais, non, Bon, je te après, dis. remarque, si t'inclus l'Allemagne dedans, oui, ça compte, parce que les Allemands, ils font tout, Ouais. ils font tout au charbon maintenant. Ils sont retournés au 19e siècle, mais Je te jure. C'est clair, c'est clair. On va retrouver donc le pétrole dans les applications militaires, hein, carburants spécialisés, explosifs et produits chimiques, et dans l'agriculture, donc les engrais, les pesticides, les machineries agricoles. tout à fait. Et au niveau de son positionnement, donc CNQ au Canada en termes de part de marché, c'est le premier producteur et représente environ 28% de la production canadienne. Et dans le monde, elle représente à peu près 1,5% de la production totale de pétrole et de gaz. Donc c'est un petit acteur, mais c'est un marché extrêmement fragmenté. Et pour info, d'ailleurs, le plus gros producteur de pétrole au monde, c'est Saudi Aramco, l'entreprise du coup d'Arabie Saoudite. Par rapport d'ailleurs à son plus gros concurrent direct, donc ExxonMobil, on a à peu près 4 fois plus de production puisque CNQ c'est 1,36 BEP par jour, donc c'est quoi, c'est milliards de barils BEP. Millions. Millions. Ok, donc 1,36 millions donc, de barils par jour. ExxonMobil, c'est 4,3, donc quasiment 4 fois plus. Shell, c'est 3 millions. Total Energy, c'est 2,43, donc 2 fois plus. Et c'est là d'ailleurs que vous voyez quelque chose d'assez intéressant. C'est que, par exemple, CNQ a plus de réserves prouvées que Total Energy, à quasiment 3 fois plus, même à 3 fois plus de durée de vie de ses réserves, puisque Total Energy a 11 ans de durée de vie versus 33 ans pour CNQ. Mais CNQ est 2 fois ou 3 fois, peut-être 4 fois plus petite que Total Energy, puisque Total Energy c'est une market cap de 150 milliards d'euros, alors que CNQ c'est du 50 milliards de dollars, tu vois, donc ça doit être, on peut dire, à peu près 3 fois plus petit. Donc c'est assez important, enfin c'est assez intéressant à constater. Et également, j'ai fait un petit tableau comparatif que j'avais fait lors de l'analyse qu'on vous remettra affiché à l'écran, qui compare quantitativement les différents ratios des entreprises. Et notamment, on constate donc sur le tableau, il y a Canadian Natural Resources, British Petroleum, ConocoPhillips, Chevron, Shell, Total Energy, ExxonMobil et Equinor. Equinor qui est la pétrolière norvégienne. Donc, parmi toutes ces entreprises, CNQ a la deuxième plus grosse marge nette avec 14,71% de marge nette. C'est une marge nette qui est plus importante que certaines sociétés qui ne sont pas dans le pétrole, hein. Donc c'est très très intéressant. ConocoPhillips, donc est la seule qui a une plus grosse marge nette, donc avec 16,89%. Ils ont également le deuxième plus gros ROIC médian sur les 10 dernières années avec 6,68%, juste derrière ConocoPhillips, toujours avec 9,29%. Ils ont le plus fort taux de croissance du dividende avec 18,2% sur les 10 dernières années, c'est monstrueux. Le plus gros CAGR également, donc ça c'est la performance boursière en prenant en compte le dividende, donc on a 18,2% de CAGR sur les 10 dernières années, c'est monstrueux. Et ils ont les deuxièmes plus grosses réserves de pétrole prouvées au monde et le taux de déclin le plus faible. Donc c'est vraiment une entreprise qui se distingue par ses chiffres. C'est clair que ouais, quand tu regardes le tableau, qu'on vous mettra à l'écran de toute façon, mais franchement, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ils sont quand même bien au-dessus, hein. Je vois au niveau des marges, c'est un délire. Ah, mais au niveau des marges, c'est abusé. Il n'y a que ConocoPhillips, voilà, qui est vraiment impressionnante aussi quantitativement, mais elle n'a pas de croissance. Et ConocoPhillips, c'est vraiment la pétrolière. C'est texan, ouais. donc c'est fortement exposé au gaz de schiste. Et par contre, je pense que Equinor, tu vois, Equinor, ça peut être pas mal potentiellement analysé. Peut-être pas un deep dive, mais parce que je vois au niveau de la marge brute, 40%, plus de 40%, marge opérationnelle, 30%, c'est quand même fort.
C'est quand même fort. Ouais. Alors, au niveau du management maintenant, donc l'allocation du capital, qu'est-ce que l'on peut en dire? Donc, nous, vous savez, on essaie de chercher quand même des entreprises où le retour sur capital investi, donc le ROIC, est supérieur au coût du capital, donc le WACC, que vous pouvez retrouver dans l'application que j'ai. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc, ça passe pile poil pour Canadian Natural Resources, parce que là, un ROIC sur un an donc de 10,03% et un WACC de 9,49%. Donc, on a un petit delta, mais un delta quand même, qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises, de plus 0,4 points entre les deux ratios. Le CAPEX, on est à 34%. Donc, il y a une tendance à la baisse. En 2014, on était à 120% de CAPEX sur les OCF, donc l'operating cash flow. Et aujourd'hui, on est à 40% de CAPEX sur l'operating cash flow. Après, c'est logique que ça soit quand même assez balèze. C'est une pétrolière. Donc, c'est une entreprise mais asset 40%, heavy. Oui. j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est le même ratio que Google et Microsoft. Que Google. C'est exactement, c'est exactement ce qui me venait à l'esprit. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas forcément des cotons. Après, c'est pas les mêmes free cash flow. Mais bon, après, c'est incomparable. C'est incomparable. Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant que tu parles des CAPEX parce que quand on regarde les CAPEX, en fait, quand on les met sur 20 ans, on se rend compte qu'on voit bien les différents investissements qu'ils ont fait, notamment quand ils ont lancé Horizon Oil Sands de mémoire. Ouais. C'était en 2006 qu'ils ont lancé le projet. Ou en tout cas, c'était autour de ces années-là. Horizon Oil Sands, c'était à partir des années 2000, ouais, donc je crois que c'était en 2002, une connerie comme ça. 2002, ok, donc si je mets sur 30 ans, peut-être qu'on devrait pouvoir arriver... Ouais, bon, en tout cas, on voit une forte explosion des CAPEX dans les années 2000, notamment avec un plus haut en 2006, avec des CAPEX à 173% de ratio CAPEX sur OCF. Et j'ai vraiment l'impression qu'on voit dans la tendance des CAPEX cette résilience des sables bitumineux, c'est-à-dire qu'ils ont fait des investissements énormes dans les années 2000, notamment avec Horizon Oil Sands, et depuis, en fait, ils récoltent les fruits de ces investissements, puisqu'on a de moins en moins de dépenses en CAPEX par rapport à l'operating cash flow. Absolument. Et j'ai envie de dire même... il y a un point, tu vois, si tu mets ta rentabilité, on est sur l'application, donc si tu mets ta rentabilité sur 20 ans, non mais tu sais quoi, je vais te le partager. Je vais vous le partager, tu vois, là où je trouve que ça change, tu vois, sur le tableau de gauche, donc il y a les free cash flow, tout simplement les free cash flow, et à côté il y a la rentabilité, donc j'ai juste mis les CAPEX sur OCF, et en fait, tu vois que de 2004 à 2016, ils ont investi comme des porcs, ils ont acheté tout le monde. Donc c'est là où il y a quand même des niveaux vraiment supérieurs, quasiment tout le temps au-dessus de 100%. Et en fait, à partir de 2017, enfin 2016-2017, il y a plus eu de free cash flow négatif. Donc c'est vraiment là. Donc on est à partir de là. Et là, les CAPEX sont vraiment descendus sous la barre des 100%. Et ils sont passés donc de 100%, 10% de CAPEX sur OCF à 40%, donc ils ont diminué de plus de la moitié, tandis que le free cash flow, lui, a augmenté de façon quand même assez conséquente. On était en 2016 à moins 351 millions de free cash flow, et aujourd'hui, on est à 8 milliards de free cash flow. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc on voit vraiment que l'entreprise a beaucoup investi de la phase de 2004 à 2016, et tout a commencé à porter ses fruits vers 2016, quand les CAPEX ont commencé sur OCF, ont commencé à baisser, et l'efficience opérationnelle a vraiment porté ses fruits entre 2017 donc et aujourd'hui. Voilà, c'était le petit point. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça correspond également aux mêmes tendances sur les retours sur capitaux et sur les marges, parce qu'on constate donc la même tendance baissière des marges et des retours sur capitaux de 2000 à 2016, et ensuite, depuis 2016, une nouvelle tendance haussière. Pour vous donner un petit exemple, le ROIC était négatif en 2016, il était à moins 0,46 et il est maintenant à 16%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 16% de ROIC pour une pétrolière, c'est monstrueux. Et en 2016, donc la marge opérationnelle était négative aussi à moins 11%.
et en 2024, elle est passée à 47%. Alors après, c'est aussi extrêmement corrélé au cours du WTI. De mémoire, je crois qu'en 2016, il y avait eu une belle baisse, si on tape WTI, cours du pétrole sur 10 ans. Non, tu vois, même pas tant que ça. En 2015-2016, c'était à peu près stable. La Donc dernière vraiment, grosse baisse, ouais. c'était en 2020. Ok. Et ils ont même pas fait de free cash flow négatif, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, Mm. tout à fait. Bon, après, sinon, forcément, les capex, ils sont quand même relativement hauts, mais c'est normal, hein. Une raffinerie, une mine, un forage offshore, c'est pas ce qu'il y a de plus light niveau capex, c'est ce qui niveau investissement, déjà à l'achat et même à l'entretien, mais c'est absolument obligatoire si l'entreprise veut créer de la richesse et performer sur le long terme. Sinon, au niveau des dividendes, donc depuis 2001, elle verse un dividende non-stop, hein, jamais interrompu depuis 25 ans. Donc c'est un dividende aristocrate. Elle a commencé en 2001 à verser 0,01 dollars canadiens et aujourd'hui elle verse les 2,07 dollars canadiens par action, ce qui nous fait une croissance sur les 10 dernières années du dividende de 18,2%, donc quasiment 20% de croissance sur 10 ans du dividende, ce qui est vraiment un très très bon point. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus de ça, pour couronner le tout, on a des actions en circulation qui baissent depuis le 2018, puisque avant ça, c'était plutôt stable. En fait, entre 2004 et 2016, le nombre d'actions en circulation était grosso modo le même. Il a légèrement augmenté en 2017-2018 et depuis, il baisse. Ils font des rachats d'actions. Donc, ils font des rachats d'actions en plus d'un dividende magnifique et en plus de ça, ils retournent également de la valeur via les rachats d'actifs énergétiques dans le but d'étendre les réserves, d'étendre les opérations et de retourner toujours plus de valeur aux actionnaires, en sachant que les derniers rachats en date, c'était les actifs de Chevron dans l'Alberta, comme on l'a déjà mentionné. Alors sinon au niveau de la compétence du management, pour faire un petit tour rapidement, donc Norman Edwards, donc il est né en 1959, c'est un homme d'affaires canadien très influent dans les sables bitumineux. Son implication formelle a débuté donc en septembre 1988 lorsqu'il est devenu directeur et un actionnaire significatif de l'entreprise, donc de Canadian Natural Resources. Il est devenu officiellement chairman of the board, donc président du conseil d'administration en 2012. Lorsqu'il a succédé à Alan Paul Markin qui occupait ce poste depuis 1989, donc pour l'instant que des seniors dans la société. Il conserve ce rôle d'ailleurs à ce jour. Donc il a été nommé CEO de CNQ pendant 12 ans, de 2012 à 2024, avant de laisser sa place à Scott Todt. Depuis, il reste toujours donc président exécutif et est clairement considéré comme la personne ayant fait de CNQ ce qu'elle est aujourd'hui. Limite une vision de fondateur de la société en la bichounant depuis plus de décennies, enfin quelques décennies. Il possède aussi des participations dans Ensign Energy, donc qui est la deuxième plus grande entreprise de services pétroliers au Canada, et Magellan Aerospace, dont il est président du conseil et actionnaire majoritaire à 76%. Bon, en gros, c'est comme si c'était sa société, hein. Tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, on a Scott Stowe, donc, qui a rejoint CNQ en 1997. Donc là aussi, on a de la seniorité et il a occupé plein de postes. On vous a pas mis tout son pédigré en entier, mais en fait, il a occupé à peu près tous les postes possibles et imaginables dans la société. Il est passé par tous les départements, le forage, les sables bitumineux. Il est vraiment allé partout et il a été nommé PDG en 2024. Donc la vision de Scott Stowe pour CNRL, donc c'est l'accent sur l'excellence opérationnelle, la croissance de la production, en particulier les liquides. Donc il met également l'accent sur le gaz naturel et l'amélioration des marges, les rendements pour les actionnaires et bien évidemment les acquisitions stratégiques. Il est également optimiste quant à l'augmentation future des prix du gaz naturel tiré par la demande du GNL. Donc c'est également pour ça que CNQ font des investissements massifs dedans. Il a été exposé à la quasi-totalité des facettes des activités de CNQ, donc les opérations conventionnelles, les pétroles lourds thermiques, donc notamment à Pelican Lake, les vastes projets de sable bitumineux, donc Horizon et AOSP, et les opérations in situ, donc Kirby et Jackfish Pike, et même la gestion des infrastructures, puisqu'il a même géré l'installation de pipeline. Donc c'est vraiment un mec qui a touché à tout, qui est là depuis très longtemps et qui connaît bien le sujet.
Ensuite, on a Mark Steint-Horpe qui est directeur financier, donc CFO et vice-président senior des finances depuis juin 2022. Et avant, il a occupé divers postes au sein de l'entreprise, notamment il était vice-président des finances et des marchés de capitaux entre 2018 et 2019 et directeur du trésor et des relations investisseurs entre 2016 et 2018 et gestionnaire de la trésorerie entre 2015 et 2016. Ensuite, on a Jay Frock qui occupe le poste de directeur des opérations, donc spécifiquement de l'exploitation et de la mise à niveau des sables bitumineux. Donc lui, c'est le gars qui gère les sables bitumineux. Il est âgé de 58 ans et il a occupé divers postes dans l'industrie pétrolière avant CNRL, notamment Suncor Energy entre 2003 et 2013, et il a été vice-président des infrastructures là-bas. Et il s'est également occupé de la logistique et du contrôle de projet chez CNRL, donc avant de basculer au sable bitumineux de 2013 à 2017. Et enfin, pour terminer, on a Robin Zabek, qui est également directeur des opérations, mais lui, il n'est pas dans les sables bitumineux, lui, il est dans l'exploration et la production. Donc tout ce qui va être forage classique de pétrole. Il est âgé de 52 ans et il supervise les activités d'exploration et de production, un segment vital pour l'entreprise qui possède un portefeuille diversifié, donc avec tout ce qui va être pétrole léger, pétrole lourd et le gaz naturel. Donc globalement, on a un management compétent avec toujours un beau skin in the game, notamment de la part du fondateur officieux, donc Norman Edwards, qui est quand même impliqué depuis 1988 dans la société. C'est clair qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils ont tous été du secteur pétrolier depuis pas mal de temps. Tout à fait. Sinon, au niveau de l'actionnariat, donc ce sont majoritairement des institutionnels canadiens et américains. Donc là, on va retrouver ceux d'habitude, les Vanguard, les Fidelity, les Fisher Asset Management. Au niveau du skin in the game, donc on a Norman Edwards, donc le président exécutif qui a quasiment 2% du capital, enfin un peu plus de 2% du capital de CNQ, donc valorisé à un peu plus d'1,2 milliard aujourd'hui. 1,2 milliard. 1,2 milliard. 1,2 milliard, ouais. Voilà. Au niveau des lignes exotiques, donc le super investor Donald Yachman a 10% de son portefeuille dans CNQ et c'est une position de 900 millions de dollars. Alors, au niveau de l'avantage compétitif, attention, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Donc, au niveau de l'avantage compétitif, donc déjà, la notation de Morningstar, elle est notée narrow mode, donc c'est un petit avantage concurrentiel. Alors, pour ma part. Ce qui est, d'ailleurs, je tiens à le préciser, énorme pour une pétrolière, parce que la plupart des pétrolières n'ont pas du tout d'avantage compétitif et sont notées no mode. Eh ben, alors, pour répondre à tout ça, donc, Canadian Natural Resources a narrow mode, ConocoPhillips et narrow mode, on retrouve également Chevron, et par contre, en zéro avantage concurrentiel, on va retrouver BP, on va retrouver Shell et on va retrouver Total Energy et Equinor également. Tout à fait. Donc, quasiment kiff un pour un. Alors, maintenant, au niveau avantage concurrentiel. Donc, personnellement, moi, je trouve pas que... en fait, elle a des avantages concurrentiels par rapport à ses concurrents. Mais elle n'a pas de moat à proprement dit. Tu vois, le moat à la Warren Buffett, donc le durable et solide sur le long terme. Il y a des points forts, donc on les a répétés pas mal de fois juste avant, mais pas d'avantage concurrentiel flagrant. Tu vois, quand on prend l'exemple de Coca-Cola, elle a une marque forte. Quand on prend l'exemple de Visa ou Google, il y a un effet réseau. Les coûts de changement quasiment impossibles chez Microsoft. Ou même un monopole local, tu vois, comme la FDJ, enfin un monopole d'État ou un monopole local comme, je sais pas, les compagnies ferroviaires, CPKC ou les utilities comme EDF et que sais-je, tu vois. Là, pour moi, il y a un moat quasiment imprenable. Pour CNQ, il est quand même moins important. Enfin, en fait, pour moi, il n'y en a pas, tout simplement. Et elle a une corrélation qui est plutôt importante entre ses concurrents. Hein, pour vous dire, les années où les free cash flows sont négatifs chez CNQ, ils vont l'être aussi chez Total Energy. Il y a très grande chance qu'ils soient aussi chez BP. Donc, je vois pas forcément où est l'avantage concurrentiel, vraiment le moat digne de ce nom, tu vois, l'avantage compétitif solide et durable chez CNQ. Le pétrole, c'est une commodité, hein,
c'est une matière première en soi. Donc à partir de là, tout le monde qui sait extraire du pétrole, et Dieu sait qu'il y a des pétrolières dans le monde, peuvent peuvent en extraire. Après, ce qui fait la force vraiment de CNQ, c'est, je pense, son emplacement. Donc l'Alberta, on va dire qu'elle est à quasiment une monorégion où elle extrait tout, elle est super bien implantée dans cette région et au Canada. Mais voilà, c'est difficile de voir un avantage concurrentiel dans une société qui gagne de l'argent grâce à un cours du pétrole. Tu vois, si le WTI, enfin le reverse WTI, là, le WTC, je crois, pour le Canada et baisse, bah forcément elle va elle va se faire découper. Donc à partir de là, quand tout ton argent est basé sur les cours du pétrole, qui sont connus pour fluctuer quand même pas mal, voilà, je trouve que c'est pas forcément une entreprise avec un moat solide et durable. Mais toi, Hugo, qu'en dis-tu? Bah écoute, pour moi, il y a un peu deux choses. Premier point, tu as l'avantage compétitif de CNQ par rapport à ses concurrents. Et deuxième point, tu as l'avantage compétitif de l'industrie. Et je pense que c'est deux choses différentes, et je pense que dans la notion traditionnelle du moat, on a tendance à penser à l'avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Notamment, tu sais, le fameux pricing power, la fameuse marque forte, les coûts de changement, etc., etc. Et là, pour le coup, on a un avantage compétitif qui est plutôt moyen, je dirais, et qui provient notamment des avantages de coût. Puisque c'est tout simple, mais CNQ peut produire son pétrole moins cher que ses concurrents grâce au sable bitumineux, puisqu'elle dégage des marges exceptionnelles. On l'a vu, hein, là, quasiment, y a personne qui la bat niveau marge nette, à part ConocoPhillips. Donc elle a les deuxièmes plus grosses marges nettes, elle a le deuxième meilleur ROIC, et elle a parmi les taux de production de barils de pétrole les plus bas, et également elle a un taux de déclin de ses réserves très faible. Donc concrètement, elle a un avantage de coût, donc ce qui fait qu'elle peut produire son pétrole moins cher que la concurrence grâce à ses actifs énergétiques qui sont uniques au monde. Et donc ça, c'est le deuxième avantage compétitif selon moi, c'est qu'elle possède les deuxièmes plus grosses réserves de pétrole prouvées au monde, le meilleur ratio réserve sur market cap. Ce sont des réserves qui ont un déclin très lent, une forte prédictibilité, et la demande mondiale de pétrole surtout n'est pas prête de faiblir. Donc globalement, CNQ, la seule chose qu'elle a à faire, c'est continuer à exploiter ses réserves au mieux, le plus efficacement, essayer d'exploiter, enfin de produire son pétrole le moins cher possible pour essayer de le vendre avec le plus de marge possible. Mais c'est une industrie compliquée, puisque c'est une industrie dans laquelle tu contrôles pas le prix de ton produit. Donc forcément, tu es obligé de le vendre au cours du pétrole actuel. Donc tout l'avantage se fait sur qui est capable de le produire le moins cher possible. C'est vrai que... Et ouais, je t'en prie, termine. Et pour moi, l'avantage compétitif est fort si tu prends ce point en compte, c'est-à-dire que tu as des barrières à l'entrée en fait qui sont infranchissables. C'est-à-dire que oui, autant l'avantage compétitif par rapport à ses concurrents, tu peux dire qu'il est moyen parce qu'il ne repose que sur l'avantage de coût, parce que effectivement du pétrole, ça reste du pétrole en fait, que ce soit du pétrole de Total, de BP, de Shell ou de CNQ, tu t'en fous, in fine, toi ce que tu veux, c'est du pétrole. Mais étant donné que c'est une matière première, une commodity, le cours du pétrole s'ajuste en fonction de l'offre et de la demande, et aussi des manipulations de l'OPEP, mais qui sont directement liées à l'offre de pétrole en fait. Et si le cours du pétrole monte, bah, il va y avoir, enfin ça va incentiver, ça va encourager les producteurs de pétrole à produire de plus en plus, donc ça va inonder le marché d'une nouvelle offre, ça va faire baisser le cours de pétrole, etc., etc. Donc bref, ça s'auto-régule, c'est le principe d'un marché libre. Et il faut noter que là où c'est extrêmement fort, c'est au niveau des barrières à l'entrée qui sont infranchissables. Puisque pour qu'un concurrent fasse la même chose que CNQ, il faudrait qu'elle rachète CNQ en fait, puisque ses actifs énergétiques sont uniques au monde. L'Alberta, t'as pas deux Alberta dans le monde, t'as un Alberta, et c'est CNQ qui est majoritaire sur l'Alberta, tu vois. Et non seulement il faudrait qu'une entreprise rachète les actifs de CNQ et rachète les mêmes réserves de pétrole, tu vois, si elle veut avoir des sables bitumineux, ou alors effectivement tu as des sables bitumineux dans d'autres régions du monde comme le Venezuela, mais merci quoi, le Venezuela c'est pas le Canada. Bon, je pense qu'on a c'est moins tous compris fun. que le Venezuela, il y a d'autres problèmes
à régler avant de penser au sable bitumineux, tu vois. Donc, voilà, voilà. C'est clair. Et en plus de ça, donc si tu arrives par miracle, imagine tu arrives à acheter des sables bitumineux, des terres contenant des sables bitumineux au Canada, je vais te dire, bon courage pour obtenir les autorisations. Bon courage pour aller dire au gouvernement que tu vas aller construire une exploitation de sable bitumineux, sachant que le truc, ça pollue à mort, ça déglingue absolument toute la faune et la flore, c'est une espèce de carrière à ciel ouvert. Enfin, en fait, il n'y a rien de plus catastrophique pour l'environnement que les opérations minières, que ce soit des mines de cuivre à ciel ouvert ou des mines de ce que vous voulez à ciel ouvert, c'est une catastrophe. Donc, pour obtenir des nouvelles autorisations, surtout aujourd'hui, il va falloir se lever extrêmement tôt. Voilà. Donc pour moi, l'avantage compétitif, il est monstrueux, en fait, si tu prends tout ça en compte. Alors, je prends ça en compte. Il y a un truc qui me chiffonne avec CNQ, c'est j'ai pris des notes en même temps, c'est qu'elle gagne de l'argent quand les cours sont hauts. Là, ils sont en ce moment relativement hauts. Par contre, quand ça baisse, quand les cours donc commencent à baisser, à mon avis, CNQ va faire face à de gros problèmes parce que elle extrait des pétroles qui sont relativement coûteux. Les sables bitumineux, faut les pas les exclaver, mais faut les sortir comme une minière, faut les laver, faut les purifier entre guillemets avant de s'en servir, avant même de le raffiner. Alors, et on le sait, les sables bitumineux, c'est la majorité de la production de CNQ. Donc, si les cours du pétrole commencent à baisser, et là, ils sont quand même relativement hauts, mais on le sait tous que un jour, le pétrole, ça baisse, et quand ça baisse fort, hein, c'est le problème. Mais après, ça, j'ai envie de dire, c'est intrinsèque au pétrole, hein. Donc, si le cours du pétrole, le WTI commence à baisser, t'inquiète pas que le BP et toute la clique, ils vont se faire ramasser aussi. Mais vu qu'ils produisent un pétrole qui est relativement aussi moins coûteux à produire quand les cours sont bas, je sais pas trop. Et après, je te laisserai finir. Enfin, après, je pense que tu auras ton avis là-dessus aussi. Au niveau des barrières à l'entrée, je les trouve pas flagrantes. Pourquoi? Parce que comparé à d'autres sociétés, mais pas du même secteur. Des pétrolières, il y en a des centaines et des centaines dans le monde. Les pétrolières les plus connues, on le sait, elles ont des montagnes de fric. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a pas tant que ça, mais tu vois, grosse pétrolière, t'en as pas tant que ça, hein. Si tu prends les 10 plus grosses pétrolières, tu vois, elle a pas non plus, CNQ, c'est pas non plus une capitalisation démentielle, 60 milliards. C'est un gros bébé, on est d'accord, mais ça reste quand même gérable. Alors écoute, il y a un site qui est extrêmement intéressant pour ça, il s'appelle companiesmarketcap.com. Ouais. Tu peux aller sur ranking by categories et tu as dedans normalement tu as oil and gas. Et si tu classes effectivement par market cap, CNQ elle est 21. 21. Elle est 21 dans le classement. Donc le top 3, c'est Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron. Total Energy est 6e. Et CNQ est 21, voilà, tout simplement. Ok. Donc techniquement, elle a 20 concurrents devant elle. Bon, entre guillemets, hein, parce que Saudi Aramco, ils vont pas se lancer au Canada. Mais tu vois que les barrières à l'entrée, et puis il y a qu'à regarder, si vous avez l'application, enfin bref, même si vous vous intéressez à la bourse, vous savez que les pétrolières généralement ont quand même des gros pactoles de cash de côté. Donc techniquement, moi je pars du principe où toute entreprise qui a de l'argent de côté peut subvenir à des acquisitions. L'Alberta, c'est 130 ans, 125 ans de réserve dans tout le domaine. CNQ en a une trentaine d'années, ça veut dire que techniquement, il y a tout le reste à récupérer. Donc, une entreprise peut très bien, je pense, racheter comme ils ont fait d'ailleurs, hein, peuvent très bien racheter des parts. Total Energy achète des parts
de co-entreprises, notamment au Gabon, même en Somalie de mémoire. Donc, et puis même Equinor a pas mal de co-entreprises avec notamment Shell, je crois, pas en mer Baltique, enfin en mer du Nord, là où il y a les stations offshore. Donc, je vois pas forcément où sont les barrières à l'entrée. Hein. Une pétrolière, tant qu'elle a du cash, elle a une armée d'avocats, elle a une armée, enfin, et puis elle sait faire, en fait, tout simplement. Ce sont des entreprises qui sont spécialistes. Enfin, euh, une pétrolière, dès qu'elle veut aller à un endroit, elle s'attaque à la juridiction de cet endroit. Forcément, personne n'a envie d'avoir une station offshore ou une raffinerie à côté de chez soi. Mais bon, au final, on sait qui gagne à la fin, c'est toujours le grand méchant loup, entre guillemets. Donc, je pars du principe où la barrière à l'entrée n'est pas forcément énorme. Je pense qu'un pays voudra toujours préférer, même au détriment de la nature, sa souveraineté. Ça, on l'a vu aux États-Unis. Hein, le gaz de schiste aux États-Unis, ça date pas non plus d'il y a très très longtemps. Et je me souviens quand j'étais petit, moi je regardais le journal et on parlait comme quoi au Texas, ils voulaient pas du tout de gaz de schiste. C'était impossible. Il y avait des méga manifestations. Et au final, bon, bah, gaz de schiste, on s'en fout, quoi. Maintenant, ça extrait au schiste. Donc, je vois pas où forcément sont les barrières à l'entrée importantes sur le pétrole. Tant que tu as du cash, une armée d'avocats, je pense que techniquement, ça devrait le faire. Bah, c'est très simple, c'est que les actifs qu'elle possède, ils sont uniques. Donc, à moins qu'elle les vende consciemment, tu peux pas avoir. Enfin, c'est des actifs qui sont non fongibles. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu possédais. C'est comme si tu me disais, tu possèdes la Tour Eiffel. Bah, la Tour Eiffel, j'ai envie de te Ouais, dire, oui, c'est un mode parce que t'en as qu'une. c'est Les coté en sables bourse d'ailleurs. bitumineux, oui. Les sables bitumineux de l'Alberta, j'ai envie de te dire, c'est pareil. Il y en a qu'une. C'est comme si tu prends les autoroutes Vinci en France. Pareil, c'est un mode parce que la 20, t'en as qu'une, tu vois. Quand tu Bien sûr. exploites la 20, t'as un certain avantage compétitif. Non, ou même Et le moi, je trouve champagne. que Le champagne, c'est du champagne, voilà, quoi. Ouais. c'est ça. Euh, Tu vas pas demain faire popper des sables bitumineux en Ardèche et construire une exploitation en Ardèche, tu vois. bah, Ils ça sont en dire en droit de Alberta. France, quoi. Ils sont... Non, mais c'est ça. Ils sont en Alberta et t'en as qu'à un endroit. Et en plus, j'ai envie de te dire, je trouve que les barrières à l'entrée sont d'autant plus importantes que la méthode d'extraction est extrêmement spécifique. C'est-à-dire que CNQ, ils sont vraiment focus et spécialisés là-dedans. Et ce que tu remarques, c'est que c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire que c'est toutes les autres pétrolières, en fait, qui vendent leurs exploitations dans l'Alberta à CNQ qui est en train de racheter tout le monde. Euh, et je pense que c'est tout simplement parce que CNQ est la seule qui arrive à exploiter ces sables bitumineux de manière extrêmement rentable, parce que ça fait 40 ans qu'elle fait ça, parce que c'est le plus gros producteur de sables bitumineux au Canada, et parce que c'est son cœur de cible. Tu vois, là où, effectivement, sur des gisements de schiste, je te dirais, il y a peut-être moins d'avantages compétitifs, parce que, Mm. bon, t'es au Texas, alors déjà, des exploitants de schiste au Texas, t'en as peut-être une centaine, c'est n'importe quoi, il y a des compagnies de schiste dans tous les sens, et que t'exploites un gisement de schiste... Enfin voilà, bref, une entreprise qui exploite du schiste ou une autre, globalement, elles font à peu près la même chose, elles sont capables de se racheter, elles sont capables de se concurrencer, tu vois. Mais les sables bitumineux, t'en as Ouais. pas 40 000, hein. Après, ça serait intéressant de savoir, par exemple, comment dire, dans l'Alberta, tu vois, quelles sont les terres de CNQ par rapport aux réserves, tu vois. Est-ce que bah il Ouais, reste encore est-ce qu'il reste encore de la marge de manœuvre parce que c'est un peu comme Texas Pacific Land Corp, tu vois. Enfin, à moindre mesure, mais dans le système du terrain, parce que bon, s'il y a du terrain vide, techniquement, on peut bah encore extraire. effectivement, alors je vais te mettre une petite carte parce qu'en fait on voit bien Je suis preneur. ici. Alors, tac, on vous la mettra aussi en vidéo pour ceux qui regardent. Alors, on voit pas spécifiquement CNQ, mais en fait, on voit les trois principaux gisements Ok. de sable bitumineux dans l'Alberta. Donc, tu as Peace River Oil Sands, Athabasca Oil Sands et Cold Lake Oil Sands. Donc, tu vois, CNQ, ils sont principalement basés sur Athabasca Oil Sands. Et je sais pas si on peut avoir de map de CNQ en particulier.
Mais c'est vrai que ça, c'est une question que je me suis posée aussi et j'ai pas trouvé de carte, une carte territoriale de CNQ. Voilà. Là, on voit pas trop mal. Là. Avec les deux cartes, on arrive à faire le lien entre les deux, tu vois. Donc tu vois, là, tu vois bien les principaux gisements. C'est-à-dire que tu as Athabasca Oil Sands, tu vois, qui est autour de la rivière qui passe à Fort McMurray, là. Et en dessous, donc tu vois, sur la rivière, donc tu vois, c'est au nord de Fort McMurray, Murray. Tu vois, donc c'est sur la deuxième carte, donc le Fort McMurray, c'est tout au sud. Et t'as donc au nord, à 72 km au nord, les deux gisements principaux, donc CNQ Oil Sands et CNQ AOSP. Et tu vois donc CNQ Lens, donc les différents les autres terres qu'ils ont, en sachant qu'ils n'ont pas que ça, étant donné qu'ils ont aussi beaucoup d'actifs gaziers et ils ont d'autres gisements. Ok, ouais. Ouais, donc ils sont quand même bien répartis, mais ouais, après, c'est vrai que... Mais ouais, t'arrives pas à avoir de carte globale. Tiens, je t'en ai mis une, là, une autre. Tu vois, on voit bien là. C'est pas mal. Ah bah, ça doit être un truc qui date, hein, parce que c'est de CNQ, mais dans une ancienne slide. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tous les gisements non plus. Mais la dernière carte, donc pareil, on voit bien. Donc ce qu'on disait, l'Alberta au sud-ouest, avec le pétrole et du charbon, qui est dans toute la chaîne de montagnes en fait, qui passe au sud-ouest de... Bah, c'est les Rocheuses d'ailleurs, il me semble, c'est les Rocheuses, oui, puisqu'ensuite ça va aux Ouais. États-Unis. Et tu vois vraiment toutes les réserves en fait du Canada, quoi, et tu t'aperçois qu'ils ont... Ils ont tout. Ils ont tout, de l'or, ils du ont... Ouais, pétrole, ouais, ils ont ouais. tout. Ils ont tout. Ils ont tout, même de la pêche. Ouais. Oui, parce que tu vois, en haut à droite, il y a marqué Labrador. Et Labrador, je crois que c'est justement le truc où il y a du diamant et il y a de l'or. Là, c'est la minière canadienne. Oui, qui est hyper intéressante d'ailleurs. Oh, il faut qu'on vous la pitch. Ouais. Bon, on passe à l'analyse fondamentale. Vas-y. Alors, pour ce qui est des Oh forces, donc putain, attends. Ah désolé, j'ai encore trouvé une carte vachement bien. Tiens, regarde celle-là. Fort McMurray. Donc ça, c'est les acquisitions dans le Duvernay ouais, de CNQ. Donc tu vois, en fait, c'est là que tu t'aperçois la force du truc, parce que tu vois, juste dans le Duvernay, là, le petit carré que tu vois dans l'Alberta, tu t'aperçois que CNQ, elle a déjà tout ce qui est en vert, et elle a acquis donc les actifs de Chevron dans le Duvernay. Donc ça, c'est les actifs, enfin l'acquisition qu'on parlait de fin 2024, donc la dernière acquisition en date. Donc quand elle a acheté les actifs de Chevron dans l'exploitation AOSP, donc les sables bitumineux du gisement Athabasca Oil Sands et du Duvernay, et tu vois qu'elle a racheté des trucs, enfin c'est massif en fait tout ce qu'elle a racheté, quoi. bon bah écoutez, avec tout ça, moi, vous allez pouvoir faire votre propre avis sur l'avantage concurrentiel, hein. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un mot ou pas pour vous en commentaire. Alors, on va passer à l'analyse fondamentale, donc les forces, enfin le SWOT. Pour ce qui est des forces, donc rapidement, hein, c'est une entreprise qui est solide quantitativement. Et pour une pétrolière, c'est plutôt rare, hein. Il y a une dette sur EBITDA, pour vous dire, qui est de 1,25. Donc, c'est une entreprise qui est très peu endettée, malgré qu'elle soit quand même asset heavy, donc asset VOR. Et au plus haut, sa dette sur EBITDA était de 3,5, ce qui reste encore raisonnable, hein, j'ai envie de dire, alors qu'on était en plein Covid. Donc même s'il y a de la cyclicité, ce qui est absolument inhérent à ce secteur, les retours sur capitaux sont bons, on vous l'a dit juste avant. Le CAGR du chiffre d'affaires est relativement bon, 8,07% sur 20 ans. Et le CAGR des free cash flow par action est bon également, 11% sur les 5 dernières années. Si vous allez comparer avec Total Energy et BP, vous allez voir que c'est radicalement différent. Tout est dans le négatif. Alors, pour ce qui est des forces, donc, qu'est-ce que l'on peut dire de CNQ? Donc, déjà, elle est solide quantitativement. Pour une pétrolière, c'est assez rare. Elle est très peu endettée, 1,25 de dette sur EBITDA. Et au plus haut, en pleine année Covid, donc en 2020, on était à 3,5, ce qui est encore raisonnable.
Au niveau de la cyclicité, ce qui est absolument inhérent à ce secteur, il y a des ROIC qui sont corrects. Il y a un CAGR du chiffre d'affaires qui est relativement bon, hein, un peu plus de 8% sur 20 ans. Un CAGR du free cash flow par action qui est aussi bon, 11% sur les 5 dernières années, contrairement à des Total et des BP qui sont quasiment dans le rouge sur les mêmes périodes de temps. Une autre force également, ce sont donc ces réserves massives et durables, hein, le plus gros producteur de pétrole brut canadien, plus de 15,2 milliards de barils équivalent pétrole en réserve prouvée et une durée de vie de réserve estimée à 33 ans, donc bien supérieure par rapport à Shell, BP et Total. Et en plus de ça, elle a un déclin très faible de ses réserves, qui sont situées dans un endroit tout à fait stable, hein, donc le Canada. Ensuite, une autre force, c'est son efficience opérationnelle, parce qu'elle produit moins cher que ses concurrents. Donc, elle a un faible coût d'exploitation sur les sables bitumineux, et par rapport à ses rapports, elle met l'accent sur donc, le coût d'exploitation qui est descendu à un niveau inférieur à 22 dollars canadiens par baril, et même à 16 dollars par baril en 2023. À comparer à des coûts moyens situés principalement au-dessus de 30 à 35 dollars par baril chez certains concurrents, donc 10 dollars quasiment, un peu plus de 10 dollars même par rapport à ses concurrents. Donc CNQ a réduit de 50% son programme de forage de gaz naturel en 2024 en raison de la faiblesse des prix du gaz du pétrole, et ils ont pu pivoter, ils ont pu réallouer donc en se focalisant sur le pétrole, ce qui a permis d'économiser 200 millions de dollars canadiens en capex, qui aurait servi à rien étant donné que ce n'aurait pas été super rentable, vu que le gaz c'est moins rentable comme le pétrole, si vous avez bien écouté le podcast. Au niveau des retours aux actionnaires, c'est très bon, hein, elle verse un beau dividende magnifique depuis plus de 25 ans et avec une très belle croissance. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un yield qui est proche des 6%, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des rachats d'actions et donc elle a également retourné pas mal de valeur à ses actionnaires, donc via les dividendes, les rachats d'actions et les acquisitions faites par de la croissance externe. Tout à fait. Et du coup, au niveau des faiblesses, premier point, on a la dépendance géographique puisqu'on est quasiment exclusivement concentré au Canada, notamment au niveau de la production. Mais c'est une exposition à une une juridiction stable, contrairement à d'autres entreprises pétrolières. On a également l'exposition à la régulation locale, le gouvernement qui pourrait empêcher par exemple le développement de nouveaux projets, et des contraintes logistiques nationales avec le déplacement du pétrole principalement par pipeline et par port dans l'Alberta, mais également par chemin de fer. Et là, pour ça, vous avez toutes les entreprises de chemin de fer canadiennes, à savoir CNR et CPKC notamment, qui vont transporter le pétrole de CNRL vers le reste de l'Amérique du Nord. Également, on a la faible intégration verticale de la société, puisque contrairement à des plus grosses entreprises comme Exxon ou Total Energy, CNQ ne contrôle pas les activités de raffinage, de transport et de distribution. Donc, on a potentiellement moins de protection en cas de baisse des prix bruts, puisque on a 3 étapes de valeur globalement dans la chaîne du pétrole. On a l'upstream, donc l'amont, donc c'est l'exploration et la production. Donc CNQ ne fait que ça. Ensuite, on a le midstream, donc avec le transport et le storage, et le downstream avec le raffinage, distribution, station-service et pétrochimie. Donc CNQ ne gère que l'amont, que le upstream, et elle possède une participation minoritaire dans des raffineries, mais pas de réseau de distribution ou de pétrochimie significatif, à l'inverse de Total par exemple, qui va même jusqu'à contrôler des stations-service. Et vu qu'elle n'a pas ou très peu, de raffineries détenues à 100%, pas de station-service et très peu d'actifs midstream, donc elle n'a pas de pipeline ou de terminaux, et elle est dépendante des infrastructures, donc notamment le TMX, donc le Trans Mountain Pipeline, et Keystone, qui est un autre pipeline dans le Canada. Mais j'ai envie de dire, ça peut être une faiblesse, mais aussi une force, puisqu'elle peut se concentrer sur son cœur de métier et délivrer de meilleures marges que ses concurrents. Si on compare en fait les marges à quelqu'un qui fait tout, comme Total Energy, on voit que ça n'a rien à voir. D'un côté, on a 14% de marge nette pour CNQ, et de l'autre, on a 8% de marge nette pour Total Energy.
Alors, au niveau des opportunités, donc, CNQ peut bénéficier de la croissance des exportations vers l'Asie et l'Amérique du Nord, donc les USA. Déjà par l'entrée en service du pipeline, donc Trans Mountain, qui va permettre de capter la côte Pacifique. Ensuite, il y a d'autres projets de pipeline qui a pour objectif de l'Alberta de doubler sa production de pétrolière, donc en passant de 4 à 8 millions de barils par jour, ce qui va permettre d'offrir des débouchés pour écouler son pétrole. Elle va également pouvoir capter donc la croissance au niveau des exportations, notamment avec la demande asiatique pour le pétrole lourd qui est de plus en plus importante. Puis bon, c'est compliqué pour l'Asie d'acheter aux Américains. Elle peut bénéficier comme opportunité des acquisitions stratégiques, hein. Vous le savez, la CNQ a pas mal acheté de concurrents et a pris pas mal de positions aussi. Donc par le passé, elle a fait beaucoup d'acquisitions. Elle peut continuer à en faire pour le développement. Une autre opportunité également, ça va être le gaz naturel, notamment avec la montée de l'économie de l'hydrogène et du secteur de la pétrochimie. CNQ peut tirer parti de ses actifs gaziers pour diversifier ses revenus. Ensuite, une autre opportunité, ça va être au sujet de la technologie. Donc l'expansion de la technologie d'extraction par solvant. Allez sur YouTube si vous voulez vraiment tout connaître du pétrole et de l'extraction par solvant, hein, mais notamment donc les projets Kirby North avec un potentiel de plus de 180 000 barils par jour. Ça pourrait donc accroître la production et produire donc toujours plus de pétrole et surtout en réduisant les coûts et les émissions, ce qui permet donc de renforcer son avantage compétitif. Et donc en dernière opportunité, donc ça va être les nouveaux marchés, hein, les droits de douane américains pourrait pousser le Canada à ouvrir des partenariats énergétiques, notamment avec l'Europe, hein, qui, elle, sans pétrole, enfin en tout cas très peu comparé au Canada et à l'Amérique, et pourquoi pas aussi à l'Amérique latine, même si elle a quand même pas mal de pétrole. Moi, je partirais plutôt sur l'Asie et l'Europe, qui sont, eux, très demandeuses et très dépendantes, surtout. Tout à fait. Et ensuite, au niveau des menaces, on a premier point des risques de scandale et de réputation, puisque forcément, les sables bitumineux, c'est extrêmement polluant, comme toute exploitation minière à ciel ouvert. Et on peut avoir des problèmes de fuite ou d'accidents plus graves sur une mine ou un pipeline qui pourrait nuire à l'image de CNQ. Ensuite, on a les tensions commerciales à l'export avec les US, puisqu'on a les droits de douane qui peuvent impacter les opérations de CNQ, même si on l'a vu, les droits de douane pour le moment, c'est loin d'être fait, hein. J'ai l'impression que un Machine coup c'est arrière. oui, un coup c'est non, un coup c'est on y va, un coup c'est machine arrière. On sait pas vraiment où veulent aller les États-Unis là-dessus. Et en plus, dans tous les cas, dès le départ, le pétrole canadien a été exempté ou en tout cas a eu des droits de douane préférentiels par rapport au reste. Le plus gros risque pour moi, c'est la fluctuation du WTI. Forcément, donc WTI, c'est West Texas Intermediate. Donc c'est le calcul du prix du pétrole américain. Ils ont le WCS aussi au Canada, donc le Western Canadian Select. Et le delta entre les deux peut avoir un impact sur les revenus et surtout la fluctuation du cours du pétrole à la baisse peut avoir un impact sur la rentabilité de CNQ. Également au niveau des concurrents, donc CNQ fait face à des concurrents plus grands, notamment ExxonMobil et Chevron, et des producteurs de schiste américains qui peuvent être plus flexibles. Au niveau des régulations, on a des normes plus strictes sur les émissions et notamment les oppositions aussi au pipeline, avec la capacité actuelle qui est suffisante jusqu'en 2027 seulement et qui pourrait augmenter les coûts donc d'exportation du pétrole ou limiter l'expansion de CNQ. Alors maintenant, on passe à l'évaluation du prix. Donc, à quel prix on achète CNQ? Donc, on se retrouve sur l'application IQ Invest. Il y a 3 valeurs à renseigner. Et moi, pour ma part, je vais calculer mon prix avec le bénéfice par action. Alors, en multifinal, je vais mettre 10, donc 10 de PER. Parce qu'une pétrolière, quand la bourse ou l'économie, ça se porte mal, ça tombe vite, ça tombe même très très fort, on l'a vu pendant le Covid, hein. C'est pas des entreprises qui résistent forcément beaucoup au changement au niveau de la macroéconomie. Donc, techniquement, là où des entreprises comme Google, comme Alphabet, Amazon, Apple, tu peux mettre un premium en l'achetant un peu plus cher au niveau de la valorisation que d'autres sociétés, je ne pense pas du tout que les pétrolières peuvent bénéficier d'un premium. Donc, si vous voulez surperformer, si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec une pétrolière, je pense qu'il faut vraiment l'avoir pas cher. Alors, donc pourquoi j'ai pris 10 de PE? Donc, je prends la médiane sur 5 ans
Et sur 5 ans, la médiane est de 11,75. Donc j'ai juste pris un tout petit peu plus bas. D'habitude, je prends quand même beaucoup plus. Mais voilà, 10, sachant qu'on est quand même arrivé à des niveaux entre 6,58 de PE à 7, ouais, un peu plus de 8 pendant quasiment un an, donc entre 2022 et 2023. Donc autant vous dire que vous pouvez quand même l'avoir à des PE qui sont relativement faibles. Aujourd'hui, elle se négocie un PE, un PE de 13,73, donc quasiment 14. Au niveau de la croissance prévisionnelle du bénéfice par action, donc j'ai pris 5% tout simplement. Je suis allé dans l'onglet quantitatif. J'ai pris mes bénéfices par action en pourcentage et sur 10 ans, on est à 4,7% et sur 5 ans, on est à 4,66%. Donc là aussi, j'ai pas été trop méchant. J'ai pris 5 et j'aurais pu prendre un peu moins. Donc, si je donc on retourne dans l'évaluation. Donc, si je prends les bénéfices par action, si je mets une croissance de 5% du bénéfice par action avec un multiple final de 10, ça me donne une marge de sécurité qui est négative. On est à moins 47% de marge de sécurité, ce qui m'offrirait un rendement de 4%, ce qui est pas énorme, vraiment pas énorme pour moi. Donc, si j'achète CNQ, ce serait vers 26 à 30 dollars canadiens. Et aujourd'hui, elle se négocie à peu près, elle se négocie à 30 dollars canadiens. Et moi, mon prix juste est à 26,67. Donc, c'est pas maintenant où je vais l'acheter. Ça, c'est clair. Et toi, Hugo? Bah écoute, moi personnellement j'ai pris les free cash flow par action pour l'évaluation du prix. Pourquoi? Parce que les bénéfices par action en fait ils sont sur la dernière année, ils ont pas mal chuté alors que les free cash flow par action sont restés beaucoup plus stables. Donc en fait, vu que les free cash flow par action sont plus stables, je trouve que c'est plus pertinent parce que les EPS, le problème c'est qu'ils ont tendance à beaucoup fluctuer d'une année sur l'autre. Donc si tu tombes sur une année exceptionnelle, par exemple 2022, tu vas avoir une évaluation hyper optimiste, alors que si tu tombes sur une année moins bonne comme 2024, tu vas avoir une évaluation beaucoup plus pessimiste. Donc les free cash flow par action, ça permet de lisser un peu. Moi j'ai mis 8% de croissance des free cash flow par action sur les 5 prochaines années, en sachant que c'est inférieur aux estimations de croissance des EPS. Donc vous savez, en général, les free cash flow ont toujours tendance à croître aussi vite, si ce n'est un peu plus vite que les EPS. Donc là, on a une estimation de croissance de 11,6% pour les EPS sur les 5 prochaines années. Donc ça, c'est par les analystes. J'ai mis 8%. On a une médiane historique sur 5 ans de la croissance des free cash flow à 22%. Et on a une moyenne historique sur 5 ans à 10,94%. Donc 8%, on est à peu près, on est en dessous des moyennes historiques, de la médiane historique, et on est en dessous des estimations de croissance. Au niveau du multiple, j'ai mis 10 de price to free cash flow, donc là pour le coup j'ai pris à peu près le même que toi, en sachant que le price to free cash flow historiquement a tendance à être plus faible que le PE. Historiquement, tu vois, on a une médiane du price to free cash flow de 10,28 à 10 ans, alors qu'on a une médiane du PE qui est plutôt autour des 13. Donc 10, c'est inférieur à la médiane historique, mais c'est légèrement supérieur à la médiane à 5 ans qui était de 9,58. Donc ça permet globalement de couper la poire en deux en mettant 10. Donc ça nous donne un prix juste de 40,43 dollars canadiens en réintégrant le dividende, bien sûr, soit un rendement au prix actuel de 12,33% par an, donc une marge de sécurité légèrement positive. Donc avec les free cash flow, moi j'arrive à un prix juste autour des 40 dollars canadiens, et c'est globalement l'hypothèse que j'avais pris dans tous les cas pour mon investissement. Disons que 40 dollars canadiens, tu vois, je pense que c'est un prix intéressant, c'est le prix juste, mais c'est pas un prix exceptionnel. Un prix exceptionnel, il faut la choper en dessous des 40 dollars canadiens, et vraiment un prix magnifique, ça serait sous les 35, voire sous les 30 dollars canadiens, mais ça pour le coup je pense que ça n'arrivera pas de sitôt. Ouais, bah, je pense que ça peut arriver assez vite, hein. Si le pétrole commence à descendre,
Bah, Tu le truc, vois, c'est qu'historiquement, là, le pétrole est plutôt bas, en fait, quand tu regardes, parce que là, le pétrole est à peu près à ses niveaux de 2018. Si on regarde le WTI, on est à 58 dollars par baril, ce qui fait que, tu vois, 2018, on était à 74 dollars par baril. Donc non, tu vois, on est même en dessous. On est même au niveau de 2017. En fait, on est quasiment au niveau de 2017, sachant qu'on était monté au plus haut, donc pendant la guerre en Ukraine, au début de la guerre en Ukraine, donc en juin 2022, on était monté à 120 dollars par baril. Donc on a été divisé par deux depuis les plus hauts. Donc on n'est clairement pas sur des plus hauts historiques au niveau du pétrole. Et je pense qu'on a de la place pour que ça monte. En ce moment, le pétrole, notamment, il a baissé dernièrement parce que l'OPEP a énormément augmenté la production. Euh, mais voilà. Je pense pas que le pétrole baisse encore beaucoup d'ici bah, là. j'espère. Et on a également un deuxième facteur à prendre en compte, c'est le yield, puisque c'est une entreprise pour laquelle le dividende est extrêmement important. Et si on regarde en fait le rendement en dividende, donc aujourd'hui on a un yield qui est aux alentours des 5,5%. Il est entre 5,5 et 6% en fonction de quand est-ce que vous regardez quand est-ce que vous regardez le prix de l'action, en fait, ça dépend du prix de l'action tout simplement, et c'est supérieur à la médiane, puisqu'on a une médiane à 5 ans de 4,76% de rendement en dividende, et une médiane à 10 ans de 4,11%. Donc on est clairement aujourd'hui à un rendement magnifique. Et pareil pour le shareholder return, donc il prend en compte les dividendes plus les rachats d'actions, on est aujourd'hui à 8,93% de shareholder return, largement à la médiane supérieur à la médiane sur 10 ans de 6,51 et largement supérieur à la médiane sur 5 ans de 7,9% également. Bon, bah écoute, c'est le moment de conclure, je crois. Donc voilà, le mot de la fin sur l'évaluation, c'est que l'entreprise aujourd'hui est à un bon prix, mais elle n'est pas à un prix exceptionnel. Moi, personnellement, je la trouve chère, je l'achèterais pas à ce prix-là parce que très honnêtement, très honnêtement, non, mais une pétrolière, pour moi, ça baisse très très vite. Et étant donné qu'il n'y a pas d'avantage concurrent, mais après ça c'est mon avis, hein, mais étant donné qu'il n'y a pas d'avantage concurrentiel flagrant et durable, je suis pas forcément pour acheter une entreprise techniquement au prix juste, hein, parce que ton estimation de croissance c'est vraiment un truc au prix juste. Donc Ouais. si tu l'achètes aujourd'hui, tu es au prix juste, quoi. Tu l'as pas surpayé, tu l'as pas sous-payé, t'es au top. Donc au top, c'est l'avoir décoté. Donc je sais pas, moi je me risque pas forcément. Alors est-ce que je l'achète ou pas du coup? Alors honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça pencherait peut-être plus vers le non, parce que déjà premièrement, donc Canadian Natural Resources ne rentre pas forcément dans ma thèse d'investissement. Il n'y a pas d'avantage compétitif flagrant, j'ai envie de dire, sur les concurrents. En tout cas, même il n'y a pas d'avantage compétitif sur que ça soit durable sur le long terme. Une pétrolière, c'est très cyclique. Une pétrolière, c'est très très dépendante à beaucoup de facteurs macroéconomiques, hein, notamment les guerres au Moyen-Orient, en Ukraine, etc. Notamment même le Covid, hein. Même si c'était quelque chose d'inédit, ça peut revenir du coup. Oui. CNQ est très très fortement exposé à une région du monde, l'Alberta. On ne sait pas ce qui peut se passer là-bas. Personnellement, moi, j'y habite pas. Mais voilà, une entreprise qui a quasiment toutes ses réserves, tout son business model dans une région. Ça, c'est même pas dans un pays où là, ça permet de compenser un peu les risques. Là, tout se passe en Alberta. Autant tu sais pas, t'as le maire, un préfet là-bas qui va péter les plombs, qui va dire on n'extrait plus rien. Bon, il y a une probabilité très très fine, on est d'accord. Mais étant donné que tout se passe dans une région, c'est un peu, et j'ai envie de dire, c'est un peu comme Texas Pacific Land Corp, où tout son business model se passe dans cette terre au Texas. Tu vois, je serais pas forcément à l'aise à détenir une action où tout se passe dans, j'ai envie de dire, dans 200 km². Après, donc il n'y a pas forcément de verticalité. Alors, c'est bien et pas bien. Là aussi, comme tu le disais tout à l'heure, des fois, vaut mieux avoir une entreprise qui est spécialisée dans quelque chose qu'une entreprise qui est trop, qui part un peu dans tous les sens. Là, je pense à comment dire, à Texas Instruments qui fait un peu de tout,
mais qui fait rien d'exceptionnel, contrairement à du ASML, qui elle est spécialisée. Voilà, l'avantage compétitif dans ces cas-là est beaucoup plus flagrant chez ASML que chez Texas Instruments. Donc voilà, pas de verticalité, ça a double tranchant. Pourquoi j'achète pas CNQ aussi? Bah voilà, si le cours du pétrole baisse de façon prolongée, donc notamment sous $60, bah, la rentabilité va être impactée négativement, forcément. Aujourd'hui, elle se négocie relativement à un bon prix, donc personnellement, je ferai pas d'affaires en l'achetant. J'ai pas également l'intérêt de l'acheter, comme on en avait parlé avec Hugo. Bon, mon portefeuille est quand même relativement bien diversifié. Alors bien entre guillemets, c'est juste que j'ai pas tout en technologie et tout en finance. J'ai quand même pas mal de consos discrétionnaires. J'ai pas d'énergie en portefeuille, mais voilà, entre Nike, LVMH et Markel et United Health, ça me fait quand même pas mal de positions qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec de la finance, oui et non, mais en tout cas de la technologie. Donc, j'ai pas forcément cette nécessité d'avoir une entreprise qui vend de la matière première pour diversifier mon portefeuille, en tout cas à l'instant T où on tourne la vidéo. Voilà, et tout simplement, ce que je dirais, c'est que mon but n'est pas d'avoir les meilleures entreprises de chaque secteur en portefeuille. Donc, même si CNQ, honnêtement, je pense que c'est une des meilleures pétrolières, comme on l'a expliqué dans le podcast, hein, quand on compare à Total, Shell, etc., elle est quand même bien supérieure quantitativement, mais je vois pas ce qu'elle pourrait apporter à mon portefeuille. Et toi, Hugo, dis-nous tout. Écoute, pour moi, CNQ, elle est entrée dans mon portefeuille, donc j'ai un PRU de 39 dollars canadiens et j'estime qu'elle offre une belle diversification, notamment parce que mon portefeuille est très concentré pour le coup sur la tech et la finance. Donc moi, j'ai 43% en tech et 30% en finance, soit en total de 73% en fait exposé sur ces deux secteurs, en sachant que sur la consommation discrétionnaire, j'ai uniquement Hermès de mémoire et Évolution AB. C'est ça, Hermès Évolution AB. Et j'ai également communication, donc j'ai Google en communication, mais j'ai envie de te dire, ça c'est un secteur qui compte pas vraiment, tu vois. Donc en fait, Google, si tu la considères en technologie, ça fait quasiment 9%, donc ça ferait 52% en tech. 52% en tech, 30% en finance. Donc on a globalement 82% du portefeuille qui est concentré sur ces deux secteurs. Est-ce que c'est un problème? Non, pas spécialement. Mais je me suis toujours dit qu'avoir une entreprise énergétique dans le portefeuille, ça pouvait être intéressant. Notamment, donc je vous avais dit, j'avais déjà considéré l'achat de TPL, donc Texas Pacific Land Corp, qui n'a pour le coup absolument rien à voir en termes de business model, puisque eux, c'est vraiment uniquement une entreprise presque foncière. Ils possèdent les terres et ils perçoivent des royalties. Les problèmes de TPL, c'est que c'est extrêmement cher, c'est un PE de plus de 100, c'est débile comme valorisation. C'est uniquement dépendant quasiment au cash de schiste, forcément, puisqu'on est au Texas dans le bassin pernien. Et également, il y a eu pas mal de problèmes historiquement avec le board, qui fait qu'il y a eu des espèces de magouilles. Il y a eu des plaintes qui ont été portées par certains actionnaires, par certains membres du board, pour virer d'autres mecs. Enfin, il y a eu des histoires assez compliquées au niveau de TPL. Donc pour toutes ces raisons, en fait, quand j'avais fait l'analyse, j'avais passé mon chemin. Et dans tous les cas, quand bien même il n'y aurait pas eu ces problèmes sur la société, voilà, comme je vous l'ai dit, la valorisation est complètement débile. Donc en fait, quand j'étais tombé sur CNQ, je m'étais dit, ça peut être une entreprise extrêmement à analyser pour remplacer, entre guillemets, TPL dans le portefeuille et pour avoir une entreprise énergétique qualitative. Et en fait, quand je l'ai analysée, je me suis rendu compte qu'elle était même encore plus qualitative que ce que je pensais. Et pour moi, honnêtement, je pense que c'est la meilleure pétrolière disponible sur le marché, avec un management qui est vraiment super centré sur ses actionnaires. On a un beau dividende, on a des beaux rachats d'actions et surtout on a une entreprise qui ne cesse pas d'acheter des actifs énergétiques, de racheter ses concurrents. Quasiment tous les ans, on a des nouveaux rachats de terres et d'actifs énergétiques. Et on a, en tout cas pour moi, un fort avantage compétitif. Déjà, on a une note de Narrow qui est donnée par Morningstar, ce qui est assez rare dans le secteur pétrolier.
On a des avantages de coût puisqu'on a des coûts de production de barils parmi les plus bas du marché et on va pas revenir dessus, mais on a les deuxièmes plus grosses réserves de pétrole prouvées au monde. Donc aujourd'hui, elle pèse 6,9% de mon portefeuille et pour le coup, j'estime l'avoir acheté à un bon prix. Et je ne compte pas la renforcer pour le moment, c'est une position qui me satisfait largement. Ça permet d'offrir un peu de diversification dans le portefeuille et en même temps ça permet d'offrir un beau yield puisque je l'ai eu avec un yield proche des 6% sur le dividende. Donc maintenant ce que je compte faire c'est juste garder ma position, percevoir mon dividende et réinvestir ensuite ce dividende dans d'autres positions. Si elle vient à chuter par contre sous les 35 dollars canadiens, qui serait un prix vraiment très attractif, eh bien je me poserai la question potentiellement de renvoyer une cartouche pour la renforcer. Mais en tout cas, pour moi, CNQ, c'est vraiment le genre d'entreprise, c'est pas le genre d'entreprise qu'il faut acheter, ça doit pas être l'entreprise top 1 de son portefeuille, tu vois. En top 3 des positions de mon portefeuille, tu vois, personnellement, j'ai Fortinet, Mastercard, Google, 3 entreprises avec une belle croissance et des marges énormes. CNQ, ça sera jamais la première position de mon portefeuille, ça sera toujours une position de milieu de portefeuille qui apporte de la diversification, qui apporte du risque, pas du risque, pardon, mais du dividende et surtout qui apporte aussi une décorrélation puisque CNQ va être beaucoup plus corrélé au marché du pétrole. Et pour le coup, c'est vrai que je m'en suis rendu compte pendant la baisse. Il y a beaucoup de moments où les entreprises technologiques américaines se faisaient découper, puisque vous le savez, hein, quand le Nasdaq chute, c'est toute la tech qui chute. Il y a pas, en général, il n'y a pas d'exception. Et quand la tech se faisait découper, eh bien très souvent, ma ligne CNQ, c'était la seule ligne en positif dans mon portefeuille, puisque c'est un secteur qui n'a absolument rien à voir. Donc, pour moi, c'est une entreprise de milieu de portefeuille et c'est clairement le genre d'entreprise qu'on peut détenir les yeux fermés pendant 20 ans. Tu vois, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise à fermer les yeux sur CNQ pendant 20 ou 30 ans, sachant qu'elle a 33 ans d'exploitation de réserves de pétrole, que sur ASML par exemple. ASML qui, même si sur le papier, elle a un avantage compétitif qui est plus élevé, ASML, il ne faut pas oublier que son avantage compétitif repose sur une seule technologie. Je suis bien d'accord. Voilà, est-ce que cette technologie sera toujours la technologie de pointe dans 20 ans ? Bah, il faut suivre l'actualité pour le savoir, quoi. Alors que du pétrole dans 20 ans, tu sais que ça sera encore, je pense, la première énergie dont on servira. ASML en premier d'ailleurs, hein, parce que les machines de lithographie, c'est fait avec du pétrole. Bah, s'il y a du plastique, il y a du pétrole, quoi. Puis c'est pas demain la veille qu'on va construire des routes en argile. Bon, bah, je pense qu'on a mais fait tu vois, c'est juste pour finir très rapidement là-dessus, c'est un peu le même type d'entreprise que CPKC. Pour moi, c'est que c'est clairement pas des entreprises de croissance au sens classique du terme, comme on peut l'avoir dans notre portefeuille. Enfin, c'est incomparable à du Google. Ça va plutôt être des entreprises de milieu de portefeuille et des entreprises qui sont là pour offrir de la diversification, mais qui sont tout de même qualitatives, avec un beau potentiel de croissance à long terme et un avantage compétitif et surtout des marges. Parce que pour moi, c'est ça qui fait aussi la grande force de CNQ, c'est sa marge nette de 14% qui est exceptionnelle pour une pétrolière. Ouais, puis ça permet de temporiser, comme tu as dit tout à l'heure, en phase de baisse, etc. Après, c'est vrai que, tu vois, des entreprises comme CPKC ou là, même CNQ, je sais pas, moi je trouve que c'est toujours cher, tu vois, quand tu vois 25 de PE chez une ferroviaire. C'est PKC, c'est infernal, c'est beaucoup trop cher. Ils ont pété les plombs, tu vois. Et je sais pas, moi j'ai toujours quand même du mal. Et tu vois, même quand tu regardes les super investors, enfin les super investisseurs, ils achètent ce genre de boîte, mais tellement décotés qu'en fait la majorité de leur performance va venir de la plus-value qu'ils vont faire à la fin et pas du dividende, parce que t'as calculé ou pas le dividende enfin les sous-sous que t'aurais avec les 100 actions? C'est quoi, $200 à peu près? 6%, donc bah, c'est $2 par action. $2 par action, donc techniquement... alors attends, 6%, c'est rapide à calculer. Hein. J'ai une ligne qui est à 2560 €.
fois 0,6, 153 € par an. Ok, ouais, ça va, c'est toujours ça. Ouais, c'est sympa. Ok. Ouais, c'est sympa. Ok. Bon, bah, on a fait un bon petit point là sur CNQ. Si vous êtes encore là après tout ça, je pense que vous la connaissez plutôt pas mal. C'est clair. Bon, bah, et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ce podcast vous a plu, que vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui avec nous entre les pétrolières, le pétrole brut, etc. Avant de partir, donc, vous pouvez nous retrouver en tapant Focus Fondamental Podcast sur toutes les plateformes de podcast, ou encore donc YouTube et Instagram. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de laisser un like et un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8h pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos finances. À très bientôt. Ciao. Salut Hugo. Salut Ciao. à tous. Salut.